Amis du soir, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver sur le canapé de votre émission littéraire préférée, Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je vais continuer avec vous ma lecture Les 1001 fantômes d'Alexandre Dumas. Alors, avec ce conte, Alexandre Dumas redonne un souffle au genre fantastique qu'on croyait un peu exténué et qui va se renouveler ensuite avec Barbey et Villiers. Dumas ici présente un tour d'horizon du fantastique, du plus traditionnel au plus surprenant. Fantômes, visions et vampires sont mobilisés, mais aussi les obsessions morbides de la génération post-révolutionnaire. Les têtes coupées parlent, les corps suppliciés se redressent et témoignent de l'abdiction de la raison devant une histoire chaotique et proprement infernale. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux pour commenter ou poser vos questions avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je reprends donc ma lecture à la fin du chapitre 4. J'en étais arrivée à douter qu'en lui parlant, elle se retourna. 2 ou 3 fois, ma bouche s'ouvrit et se referma sans avoir prononcé une parole. Enfin, je me décidai. « Madame, lui dis-je. » Elle tressaillit, se retourna, me regarda avec étonnement, comme fait quelqu'un qui sort d'un rêve et qui rappelle ses idées. Ses grands yeux noirs fixés sur moi, avec ses cheveux blonds que j'ai décrits, elle avait les sourcils et les yeux noirs. Ses grands yeux noirs fixés sur moi avaient une expression étrange. Pendant quelques secondes, nous demeurâmes sans nous parler. Elle me regardant, moi l'examinant. C'est une femme de 32 à 33 ans qui avait dû être d'une merveilleuse beauté avant que ses joues se fussent creusées, avant que son teint eût pâli. Au reste, je la trouvais parfaitement belle ainsi. Avec son visage nacré et du même ton que sa main, sans aucune nuance d'incarnat, ce qui faisait que ses yeux semblaient de jet, ses lèvres de corail. « Madame, répétai-je, Monsieur Ledru prétend qu'en vous disant que je suis l'auteur d'Henri III, de Christine et d'Antony, vous voudrez bien me tenir pour présenter et accepter mon bras jusqu'à la salle à manger. »« Pardon, monsieur, dit-elle, vous êtes là depuis un instant, n'est-ce pas ? Je vous ai senti venir, mais je ne pouvais pas me retourner. Cela m'arrive quelquefois quand je regarde de certains côtés. Votre voix a rompu le charme. Donnez-moi donc votre bras et allons. » Elle se leva et passa son bras sous le mien, mais à peine, quoiqu'elle ne parût nullement se contraindre, sentis-je la pression de ce bras. On eût dit une ombre qui marchait à côté de moi. Nous arrivâmes à la salle à manger, sans avoir dit ni l'un ni l'autre un mot de plus. 2 places étaient réservées à table, une à la droite de Monsieur Ledru pour elle, une en face d'elle pour moi. Chapitre 5. Le soufflet de Charlotte Corday. Cette table de Monsieur Ledru avait son caractère comme tout ce qui était chez Monsieur Ledru. C'est un grand fer à cheval, appuyé aux fenêtres du jardin, laissant les 3/4 de l'immense salle libre pour le service. Cette table pouvait recevoir 20 personnes, sans qu'aucune fût gênée. On y mangeait toujours, soit que Monsieur Ledru eût 1, 2, 4, 10, 20 convives, soit qu'il y mangeât seul. Ce jour-là, nous étions 6 seulement et nous en occupions le tiers à peine. Tous les jeudis, le menu était le même. Monsieur Ledru pensait que, pendant les 8 jours écoulés, les convives avaient pu manger autre chose, soit chez eux, soit chez les autres, qui les avaient conviés. On était donc sûr de trouver chez Monsieur Ledru tous les jeudis le potage, le bœuf, un poulet à l'estragon, un gigot rôti, des haricots et une salade. Les poulets se doublaient ou se triplaient selon les besoins des convives. Qu'il y eût peu, point ou beaucoup de monde, Monsieur Ledru se tenait toujours à l'un des bouts de la table, le dos au jardin, le visage vers la cour. Il était assis dans un grand fauteuil incrusté depuis 10 ans, à la même place. Là, il recevait des mains de son jardinier Antoine, converti comme maître Jacques en valet de pied, outre le vin ordinaire, quelques bouteilles de vieux Bourgogne qu'on lui apportait avec un respect religieux, et qu'il débouchait et servait lui-même à ses convives avec le même respect et la même religion. Il y a 18 ans, on croyait encore à quelque chose.
Dans 10 ans, on ne croira plus à rien, pas même au vin vieux. » Après le dîner, on passait au salon pour le café. Le dîner s'écoula comme s'écoule un dîner. À louer la cuisinière, à vanter le vin. La jeune femme seule ne mangea que quelques miettes de pain, ne but qu'un verre d'eau et ne prononça pas une seule parole. Elle me rappelait cette goule de 1001 nuits qui se mettait à table comme les autres, mais seulement pour manger quelques grains de riz avec un cure-dent. Après le dîner, comme d'habitude, on passa au salon. Ce fut naturellement à moi à donner le bras à notre silencieuse convive. Elle fit vers moi la moitié du chemin pour le prendre. C'est toujours la même mollesse dans les mouvements, la même grâce dans la tournure, je dirais presque la même impalpabilité dans les membres. Je la conduisis à une chaise longue où elle se coucha. 2 personnes avaient, pendant que nous dînions, été introduites au salon. C'était le docteur et le commissaire de police. Le commissaire de police venait nous faire signer le procès-verbal que Jacquemin avait déjà signé dans sa prison. Une légère tache de sang se faisait remarquer sur le papier. Je signai à mon tour et en signant « Qu'est-ce que c'est que cette tache ?» demandai-je. « Et ce sang vient-il de la femme ou du mari ?» Il vient, me répondit le commissaire, de la blessure que le meurtrier avait à la main et qui continue de saigner sans qu'on puisse arrêter le sang. « Comprenez-vous, monsieur Ledru, dit le docteur, que cette brute-là persiste à affirmer que la tête de sa femme lui a parlé. Et vous, croyez-vous la chose impossible, n'est-ce pas, docteur ? Parbleu. Vous croyez même impossible que les yeux se soient réouverts ? Impossible. Vous ne croyez pas que le sang, interrompu dans sa fuite par cette couche de plâtre qui a bouché immédiatement toutes les artères et tous les vaisseaux, ait pu rendre à cette tête un moment de vie et de sentiment ? Je ne le crois pas. Eh bien, dit monsieur Ledru, moi, je le crois. Moi aussi, dit Aliette. Moi aussi, dit l'abbé Moule. Moi aussi, dit Chevalier Lenoir. Moi aussi, dis-je. Le commissaire de police et la dame pâle seuls ne dirent rien. L'un sans doute parce que la chose ne l'intéressait point assez, l'autre parce que peut-être la chose l'intéressait trop. Ah, si vous êtes tous contre moi, vous aurez raison. Seulement, si un de vous était médecin, mais, docteur, dit monsieur Ledru, vous savez que je le suis à peu près. En ce cas, dit le docteur, vous devez savoir qu'il n'y a plus de douleur là où il n'y a plus de sentiment, et que le sentiment est détruit par la section de la colonne vertébrale. Eh oui. Et qui vous a dit cela demanda monsieur Ledru. La raison, parbleu. Ah, la bonne réponse. Est-ce que ce n'est pas aussi la raison qui disait aux juges qui ont condamné Galilée que c'était le soleil qui tournait et la terre qui restait immobile ? La raison est une sotte, mon cher docteur. Avez-vous fait des expériences vous-même sur des têtes coupées ? Non, jamais. Avez-vous lu les dissertations de Sommering ? Avez-vous lu les procès-verbaux du docteur Sou ? Avez-vous lu les protestations d'Olchet ? Non. Ainsi, vous croyez, n'est-ce pas, sur le rapport de M. Guillotin, que sa machine est le moyen le plus sûr, le plus rapide et le moins douloureux de terminer sa vie ? Je le crois. Eh bien, vous vous trompez, mon cher ami. Voilà tout. Ah, par exemple, écoutez, docteur, puisque vous avez fait un appel à la science, je vais vous parler science, et aucun de nous, croyez-le bien, n'est assez étranger à ce genre de conversation pour n'y point prendre part. Le docteur fit un geste de doute. N'importe, vous comprendrez tout seul. Alors, nous nous étions rapprochés de M. Ledru, et pour ma part, j'écoutais avidement cette question de la peine de mort appliquée, soit par la corde, soit par le fer, soit par le poison, m'ayant toujours singulièrement préoccupé comme question d'humanité. J'avais même, de mon côté, fait quelques recherches sur les différentes douleurs qui précèdent, accompagnent et suivent les différents genres de mort. Voyons, parlez, dit le docteur d'un ton incrédule. Il est aisé de démontrer à quiconque possède la plus légère notion de la construction des forces vitales de notre corps, continua M. Ledru, que le sentiment n'est pas entièrement détruit par le supplice. Et ce que j'avance, docteur, est fondé, non point sur des hypothèses, mais sur des faits. Voyons ces faits. Les voici. Le siège du sentiment est dans le cerveau, n'est-ce pas ? C'est probable. Les opérations de cette conscience du sentiment peuvent se faire, quoique la circulation du sang par le cerveau soit suspendue, affaiblie ou partiellement détruite. C'est possible.
Si donc le siège de la faculté de sentir est dans le cerveau, aussi longtemps que le cerveau conserve sa force vitale, le supplicié a le sentiment de son existence. Des preuves, les voici. À l'air dans les éléments de physique, tome 4, page 35, dit « Une tête coupée rouvrit les yeux et me regarda de côté parce que du bout de doigt, j'avais touché sa moelle épinière. » À l'heure, soit, mais à l'heure a pu se tromper. Il s'est trompé, je le veux bien. Passons à un autre. Weikard, Art philosophique, page 221, dit « J'ai vu se mouvoir les lèvres d'un homme dont la tête était abattue. » Bon, mais de se mouvoir à parler. Attendez, nous y arrivons. Voici Sommering. Ses œuvres sont là, et vous pouvez chercher. Sommering dit « Plusieurs docteurs, mes confrères, m'ont assuré avoir vu une tête séparée du corps, grincer des dents de douleur. Et moi, je suis convaincu que si l'air circulait encore par les organes de la voix, les têtes parleraient. » Eh bien, docteur, continua M. Ledru en pâlissant, je suis plus avancé que Sommering. Une tête m'a parlé à moi. Nous tressaillîmes tous. La dame pâle se souleva sur sa chaise longue. À vous ? Oui, à moi. Direz-vous aussi que je suis un fou ? Dame, fit le docteur, si vous me dites qu'à vous-même... Oui, je vous dis qu'à moi-même la chose est arrivée. Vous êtes trop poli, n'est-ce pas, docteur, pour me dire tout haut que je suis un fou. Mais vous le direz tout bas. Et cela reviendra absolument au même. Eh bien, voyons, contez-nous cela, dit le docteur. Cela vous est bien aisé à dire. Savez-vous que ce que vous me demandez de vous raconter à vous, je ne l'ai jamais raconté à personne depuis 37 ans que la chose m'est arrivée ? Savez-vous que je ne vous réponds pas de ne point m'évanouir en vous la racontant, comme je me suis évanouie quand cette tête a parlé, quand ses yeux mourants se sont fixés sur les miens ? Le dialogue devenait de plus en plus intéressant, la situation de plus en plus dramatique. Voyons, Ledru, du courage, dit Aliette, et contez-nous cela. Contez-nous cela, mon ami, dit l'abbé Moule. Comptez, dit le chevalier Lenoir. Monsieur, murmura la femme pâle. Je ne dis rien, mais mon désir était dans mes yeux. C'est étrange, dit monsieur Ledru, sans nous répondre et comme se parlant à lui-même, c'est étrange comme les événements influent les uns sur les autres. Vous savez qui je suis, dit monsieur Ledru en se retournant de mon côté. Je sais, monsieur, répondis-je, que vous êtes un homme fort instruit, fort spirituel, qui donnait d'excellents dîners, et qui êtes maire de Fontenay-aux-Roses. Monsieur Ledru sourit en me remerciant d'un signe de tête. Je vous parle de mon origine, de ma famille, dit-il. J'ignore votre origine, monsieur, et ne connais point votre famille. Eh bien, écoutez, je vais vous dire tout cela, et puis peut-être l'histoire que vous désirez savoir et que je n'ose pas vous raconter viendra-t-elle à la suite, si elle vient. Eh bien, vous l'apprendrez, si elle ne vient point, ne me la redemandez pas. C'est que la force m'aura manqué pour vous la dire. Tout le monde s'assit et prit ses mesures pour écouter à son aise. Au reste, le salon était un vrai salon de récits ou de légendes, grand, sombre, grâce aux rideaux épais et au jour qui allait mourant dont les angles étaient déjà en pleine obscurité, tandis que les lignes qui correspondaient aux portes et aux fenêtres conservaient seules un reste de lumière. Dans un de ces angles était la dame pâle. Sa robe noire était entièrement perdue dans la nuit. Sa tête, seule, blanche, immobile et renversée sur le coussin du sofa, était visible. Monsieur Ledru commença. « Je suis, dit-il, le fils du fameux commu, physicien du roi et de la reine. Mon père, que son surnom burlesque a fait classer parmi les escomateurs et les charlatans, était un savant distingué de l'école de Volta, de Galvani et de Mesmer. Le premier en France, il s'occupa de fantasmagorie et d'électricité, donnant des séances de mathématiques et de physique à la cour. La pauvre Marie-Antoinette, que j'ai vue 25 fois et qui, plus d'une fois, m'a pris par la main et embrassé lors de son arrivée en France, c'est-à-dire lorsque j'étais un enfant. Marie-Antoinette raffolait de lui. À son passage en 1777, Joseph II déclara qu'il n'avait rien vu de plus curieux que commu. Au milieu de tout cela,
Mon père s'occupait de l'éducation de mon frère et de la mienne, nous initions à ce qu'il savait des sciences occultes et à une foule de connaissances galvaniques, physiques, magnétiques, qui aujourd'hui sont du domaine public, mais qui à cette époque étaient des secrets, privilèges de quelques-uns seulement. Le titre de physicien du roi fit en 1793 emprisonner mon père, mais grâce à ces quelques amitiés que j'avais avec la montagne, je parvins à le faire relâcher. Mon père alors se retira dans cette même maison où je suis et y mourut en 1807, âgé de 76 ans. Revenons à moi. J'ai parlé de mes amitiés avec la montagne. J'étais lié en effet avec Danton et Camille Desmoulins. J'avais connu Marat plutôt comme un médecin que comme un ami. Enfin, je l'avais connu. Il résulta de cette relation que j'eus avec lui, si courte qu'elle était, que le jour où l'on conduisait mademoiselle de Corday à l'échafaud, je me résolus à assister à son supplice. J'allais justement, interrompis-je, vous venir en aide dans votre discussion avec monsieur le docteur Robert sur la persistance de la vie, en racontant le fait que l'histoire a consigné relativement Charlotte de Corday. Nous y arrivons, interrompit monsieur Ledru. Laissez-moi vous dire. J'étais témoin, par conséquent, à ce que je dirai, vous pourrez croire. Dès 2 heures de l'après-midi, j'avais pris mon poste près de la Statue de la Liberté. C'était par une chaude matinée de juillet. Le temps était lourd, le ciel était couvert et promettait un orage. À 4 heures, l'orage éclata. Ce fut à ce moment-là même, à ce que l'on dit, que Charlotte monta sur la charrette. On l'avait été prendre dans sa prison au moment où un jeune peintre était occupé à faire son portrait. La mort jalouse semblait vouloir que rien ne survécût de la jeune fille, pas même son image. La tête était ébauchée sur la toile et chose étrange, au moment où le bourreau entra, le peintre en était à cet endroit du coup que le fer de la guillotine allait trancher. Les éclairs brillaient, la pluie tombait, le tonnerre grondait, mais rien n'avait pu disperser la populace, curieuse. Les quais, les ponts, les places étaient encombrés. Les rumeurs de la terre couvraient presque les rumeurs du ciel. Ces femmes qu'on appelait du nom énergique de lécheuses de guillotine la poursuivaient de malédictions. J'entendais ces rugissements venir à moi comme on entend ceux d'une cataracte. Longtemps avant que l'on pût rien apercevoir, la foule ondula. Enfin, comme un navire fatal, la charrette apparut, labourant le flot, et je pus distinguer la condamnée que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. C'est une belle jeune fille de 27 ans, avec des yeux magnifiques, un nez d'un dessin parfait, des lèvres d'une régularité suprême. Elle se tenait debout, la tête levée, moins pour paraître dominée, cette foule que, parce que ses mains, liées derrière le dos, la forçaient de tenir sa tête ainsi. La pluie avait cessé, mais comme elle avait supporté la pluie pendant les 3/4 du chemin, l'eau qui avait coulé sur elle dessinait sur la laine humide les contours de son corps charmant. On eût dit qu'elle sortait du bain. La chemise rouge dont l'avait revêtue le bourreau donnait un aspect étrange, une splendeur sinistre. Où elle arrivait sur la place, la pluie cessa et un rayon de soleil glissant entre 2 nuages vint se jouer dans ses cheveux qu'il fit rayonner comme une auréole. En vérité, je vous le jure, quoi qu'il y eût derrière cette jeune fille, un meurtre, action terrible, même lorsqu'elle venge l'humanité, quoique je détestasse ce meurtre, je n'aurais su dire si ce que je voyais était une apothéose ou un supplice. En apercevant l'échafaud, elle pâlit, et cette pâleur fut sensible, surtout à cause de cette chemise rouge qui montait jusqu'à son cou, mais presque aussitôt elle fit un effort et acheva de se tourner vers l'échafaud qu'elle regarda en souriant. La charrette s'arrêta. Charlotte sauta à terre sans vouloir permettre qu'on l'aidât à descendre. Puis elle monta les marches de l'échafaud, rendue glissante par la pluie qui venait de tomber. Aussi vite que le lui permettait la longueur de sa chemise traînante et la gêne de ses mains liées, en sentant la main de l'exécuteur se poser sur son épaule pour arracher le mouchoir qui couvrait son cou, elle pâlit une seconde fois. Mais à l'instant même, un dernier sourire vint démentir cette pâleur, et d'elle-même, sans qu'on l'attachât à l'infâme bascule, dans un élan sublime et presque joyeux, elle passa sa tête par-dessus la hideuse ouverture. Le couperet glissa, la tête
détaché du tronc, tomba sur la plateforme et rebondit. Ce fut alors, écoutez bien ceci, docteur, écoutez bien ceci, poète, écoutez bien ceci. Ce fut alors qu'un des valets du bourreau nommé Le Gros saisit cette tête par les cheveux et par une vile adulation à la multitude lui donna un soufflet. Eh bien, je vous dis qu'à ce soufflet, la tête rougit. Je l'ai vue, la tête, non pas la joue. Entendez-vous bien? Non pas la joue touchée seulement, mais les deux joues, et cela d'une rougeur égale, car le sentiment vivait dans cette tête, et elle s'indignait d'avoir souffert une honte qui n'était point portée à l'arrêt. Le peuple aussi vit cette rougeur, et il prit le parti de la morte contre le vivant, de la suppliciée contre le bourreau. Il demanda séance tenante, vengeance de cette indignité, et séance tenante, le misérable fut remis aux gendarmes et conduit en prison. « Attendez, dit monsieur Ledru, qui vit que le docteur voulait parler? Attendez, ce n'est pas tout. Je voulais savoir quel sentiment avait pu porter cet homme à l'acte infâme qu'il avait commis. Je m'informerai du lieu où il était, je demandai une permission pour le visiter à la baie, où on l'avait enfermé, je l'obtins et j'allai le voir. Un arrêt du tribunal révolutionnaire venait de le condamner à 3 mois de prison. Il ne comprenait pas qu'il eût été condamné pour une chose si naturelle que celle qu'il avait faite. Je lui demandai ce qui avait pu le porter à cette action. « Tiens, dit-il, la belle question. Je suis maratiste, moi. Je venais de la punir pour le compte de la loi. J'ai voulu la punir pour mon compte. » Mais, lui dis-je, vous n'avez donc pas compris qu'il y a presque un crime dans cette violation du respect dû à la mort? Ah ça, me dit Le Gros, en me regardant fixement, vous croyez donc qu'ils sont morts parce qu'on les a guillotinés? Vous pensez vraiment ça? Sans doute. Eh bien, on voit que vous ne regardez pas dans le panier quand ils sont là tous ensemble, que vous ne leur voyez pas tordre les cheveux et grincer des dents, pendant 5 minutes encore, après l'exécution. Nous sommes obligés de changer de panier tous les 3 mois. Tant ils en saccagent le fond avec les dents. C'est un tas de têtes d'aristocrates, voyez-vous, qui ne veulent pas se décider à mourir, et je ne serais pas étonné qu'un jour, quelqu'une d'elles se mit à crier « Vive le roi !» Je savais tout ce que je voulais savoir. Je sortis, poursuivi par une idée, c'est qu'en effet ces têtes vivaient encore, et je résolus de m'en assurer. Chapitre 6. Solange. La nuit était tout à fait venue pendant le récit de monsieur Ledru. Les habitants du salon n'apparaissaient plus que comme des ombres. Ombres non seulement muettes, mais encore immobiles. Tant on craignait que monsieur Ledru ne s'arrêtât, car on comprenait que, derrière le récit terrible qu'il venait de faire, il y avait un récit plus terrible encore. On n'entendait donc pas un souffle. Le docteur seul ouvrait sa bouche. Je lui saisis la main pour l'empêcher de parler, et en effet, il se tut. Au bout de quelques secondes, monsieur Ledru continua. Je venais sortir de l'abbaye, et je traversais la place Taranne pour me rendre à la rue de Tournon, que j'habitais, lorsque j'entendis une voix de femme appelant au secours. Ça ne pouvait être des malfaiteurs, il était 10 heures du soir à peine. Je courus vers l'angle de la place où j'avais entendu le cri, et je vis à la lueur de la lune, sortant un nuage, une femme qui se débattait au milieu d'une patrouille de sans-culottes. Cette femme, de son côté, m'aperçut et remarquant à mon costume que je n'étais pas tout à fait un homme du peuple, elle s'élança vers moi en s'écriant « Eh, tenez, justement, voici monsieur Albert, que je connais. Il vous dira que je suis bien la fille de la mère Ledieu, la blanchisseuse. » Et en même temps, la pauvre femme, toute pâle et toute tremblante, me saisit le bras, se cramponnant à moi comme le naufragé à la planche de son salut. « La fille de la mère Ledieu, tant que tu voudras, mais tu n'as pas de carte de civisme. La belle fille,
et tu vas nous suivre au corps de garde. C'est ainsi que s'achève ma lecture pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié cette lecture et je reviens dans une prochaine émission pour la suite du chapitre 6, Les 1001 fantômes d'Alexandre Dumas. Je vous souhaite une excellente nuit si vous vous couchez et une excellente journée si vous vous levez. À bientôt sur D8.